Et là, Christina, qu'est-ce que tu fais? Oula, Christina! Oh, amis confinés, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un nouvel épisode de la cuisine sauvage sur le réensauvagement. Je nettoie un peu, Bernard, t'es d'accord? Non, mais arrête, malheureuse. Oulou, Regarde, loulou. là, tu es en train de couper la pervenche. En vannerie sauvage, c'est génial, la pervenche. Ça fait des lianes de 2 mètres de long. Ça fait 40 ans que cette pervenche est là et elle est magnifique. Il ne faut pas y toucher. On a un très très bel exemple ici de nature sauvage qui se développe devant notre porte. On a vu l'autre jour qu'on a pu faire des belles recettes d'ortie, de pissenlit. Et là, dans un massif comme celui-ci, qui est à ma porte, juste tu ouvres la porte et tu tombes dessus, il y a peut-être 10-15 plantes. On va en faire l'inventaire si tu veux. Alors là, on a l'armoise commune. Oui. C'est une plante médicinale. Et en cuisine sauvage, moi je l'utilise, je cisaille les feuilles et je le mélange avec un fromage frais. En condiment. Pour manger avec des petites carottes. En aromate et en condiment. C'est super plante. Moi je connais la menthe. Je me sers régulièrement pour faire les tisanes. Il suffit que je sors et je chope un petit bout comme ça pour me faire une petite infusion. En plus, la menthe fraîche, c'est quand même agréable. La menthe est l'une des rares plantes, qu'elle soit sauvage ou cultivée. Là, elle est cultivée. C'est un pied de menthe poivrée qu'on a installé il y a quelques années, qui se développe spontanément. C'est l'une des rares plantes comme ça qui peut être utilisée en frais. La plupart du temps, les plantes médicinales, on les sèche. Là, c'est super intéressant, comme l'armoise, de l'avoir sous la main dans un petit massif de sauvages condimentaires à côté de la porte. Donc là, on a de l'aquilée millefeuille. J'utilise les feuilles je les hache. D'accord. Pareil, pour parfumer, alors soit du beurre, faire un beurre un peu persillé avec la feuille. Connaissez-vous la signature de l'aquilée? L'aquilée, c'est une plante cicatrisante. La signature, c'est une vieille théorie du Moyen-Âge qui dit que la morphologie de la plante nous dit à quoi elle est bonne. Et regardez, quand je la pose sur mon artère, là, ça fait comme une cicatrice avec les points de suture. Là on s'est déplacé de 2 mètres à peu près. C'est la grande pervenche qui a des belles tiges et ça sert à la vannerie. Comme la violette a donné son nom à une couleur, l'orange à une autre. C'est cette couleur qui va nous intéresser en cuisine sauvage. Si on la met à macérer dans un vin, on va pouvoir faire un vin apéritif d'une très très belle couleur. Alors là, on a l'épierre des bois qui ressemble à la feuille de mélisse et la feuille d'ortie aussi, sauf que elle est très douce, vraiment très douce. Et sa petite particularité, c'est son odeur, d'où son nom, l'ortie puante. On peut la consommer en cuisine sauvage pour remplacer le goût un peu du cèpe. Du champignon, voilà. Elle donne un petit goût de champignon. On peut faire une omelette au cèpe avec l'épierre des bois, sans champignons. Ouais. Mais à la cuisson, elle a plus ce goût de cèpe. Moi, je trouve très agréable. Après, c'est des Moi, j'aime préjugés bien très aussi. souvent. C'est des préjugés qui font que... Voilà. Alors, cette plante, elle n'a rien à faire ici. Elle pousse habituellement dans les bois, comme son nom l'indique. Mais à force d'en ramener à la maison, avec sans doute parfois des fleurs et des graines, elle a fini par s'installer dans le massif. Et surtout, on l'y laisse, parce que c'est toute la richesse, effectivement, de la nature qui se développe à nos portes. L'idée derrière ça, derrière ce massif de plantes sauvages, dans lequel l'été on n'hésite pas à implanter des légumes, parce que c'est aussi là qu'on fait nos cultures de courgettes, de tomates et de poivrons, devant le mur de la maison pour profiter de la chaleur. Donc on est en plein dans la permaculture, au sens propre du terme, où on laisse le sauvage se développer. Le sol est toujours enherbé, c'est super important pour nous. On pourrait croire effectivement, et quand je t'ai vu tout à l'heure avec les gros ciseaux, je pensais que tu allais dégager le rosier, parce qu'effectivement il paraît un petit peu étouffé, mais pas du tout. Cette végétation sauvage, elle entretient un écosystème autour de lui qui est simplement fabuleux. Alors qu'est-ce que tu vois d'autre, toi, Bernard? Ah ben regarde, il y a un joli petit lamier pourpre là, qui peut être délicieux lui aussi. Pareil, on pourrait l'ajouter dans un mesclin ou en faire une petite omelette aussi. Les fleurs en décoration d'une salade. Juste derrière, il y a un très beau pied de laitron. Ici? Voilà, avec sa feuille très dentelée, très découpée. Et les côtes charnues.
Alors là, on peut manger les côtes charnues, les cuire comme des blettes, c'est très bon, ou les toutes jeunes feuilles. Babette, tu vois quoi toi? Alors moi j'ai cru voir du mouron blanc. Alors ça en salade d'hiver, c'est juste génial. Si les anciens ils avaient eu ça, voilà, le scorbut n'aurait jamais existé parce que c'est bourré de vitamine C. Et juste à côté, regarde, une petite plante qui est souvent confondue avec la petite stellaire, c'est la Véronique, avec ses fleurs bleues. Alors très facile à distinguer puisqu'elle a des feuilles alternes, alors que le petit mouron blanc que tu nous as montré, la stellaire, elle a les feuilles opposées. Voilà, vous avez oublié le compagnon rouge, hein, dont les fleurs sont très bonnes et très agréables. Avec le compagnon blanc, son cousin, on faisait des sifflets quand j'étais gamin. Tu dois connaître ça, Babette. Hein. Et puis les rosettes de feuilles, on peut les consommer. Alors cette forme, c'est la seule dans tout ce massif, elle est toxique. Et on fera un sujet spécial sur la toxicité des plantes. On a vraiment construit au fil des années, il s'est construit tout seul au fil des années parce qu'on fait confiance en la nature. On arrête de lutter contre. Vous savez, quand on lutte contre la nature, qu'est-ce qu'on a à la place de cette richesse, de ce trésor? On a soit une pelouse qui est hyper pauvre, soit des sols qui sont désherbés et gravillonnés. Et ça, c'est tout à fait dramatique. On est en pleine période de confinement, on veut changer nos habitudes. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est dès la fin du confinement, la première chose à faire déjà, c'est d'enlever le maximum de pelouse, gardez-en un petit peu pour étaler la chaise longue, mais c'est tout. Enlever le maximum de pelouse et enlever le maximum de bitume près de votre maison et installer des massifs sauvages. S'il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué, moi, dans cette période de confinement et dans les discours officiels qu'on nous a servis et qu'on nous sert encore tous les jours, c'est cette idée qu'on serait en guerre contre la nature, on serait en guerre contre le virus. Le virus, c'est la vie, c'est un des éléments naturels qui permet de réguler la vie. C'est pas forcément facile à entendre, on peut s'en protéger, on le fait abondamment, mais voilà, on peut pas. Si on veut détruire tous les virus sur Terre, on sera obligé de détruire toute la vie. Donc il faut pas. On a fait la même chose, le même procédé avec les insectes. On a voulu détruire tous les insectes parce qu'ils nous embêtaient. Un moustique qui pique, c'est devenu insupportable. Et du coup, on a inventé les insecticides. Et regardez où on en est aujourd'hui. On n'a plus d'insectes, c'est une véritable catastrophe. Et on mange beaucoup plus d'insecticides que les insectes eux-mêmes. Donc on est en train de s'auto-détruire aussi avec ces procédés-là. Donc non, une bonne fois pour toutes, non, on n'est pas en guerre avec la nature, on n'est pas en guerre avec ce virus. Il a des tas de bonnes leçons à nous apprendre et on doit tirer le maximum pour rebondir et pour après vivre beaucoup plus en harmonie avec la nature et arrêter toutes nos bêtises.